Les fragiles vestiges en bois peuvent aussi se conserver dans l'eau, quand ils sont immergés dans les sédiments des sources ou des puits. Dans l'eau, l'absence d'oxygène, en partie, va limiter en fait le développement de bactéries, de champignons qui vont attaquer les bois. Et dans ces contextes-là, les bois sont protégés en fait et vont être dans des états de conservation assez optimales. Ils ont l'avantage également de présenter, contrairement aux bois carbonisés, certaines traces d'outils qui vont permettre de déterminer tout simplement l'artisanat du travail du bois. Et c'est ainsi, en fouillant dans les sédiments d'une source, que les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. L'élément d'architecture bois les plus étonnants qu'on a trouvé à Bibracte et qui est unique à l'échelle du monde celtique, c'est sans doute ce poteau de chêne décoré par ce motif sculpté. C'est un témoignage exceptionnel à la fois du savoir-faire des artisans gaulois et qui nous montre aussi l'aspect esthétique de cette architecture qui devait être très, très ouvragée. Avec tous ces indices, les archéologues tentent de reconstituer l'apparence des maisons gauloises. Les maisons étaient en général petites, 20 à 30 mètres carrés, et de forme rectangulaire. Des poteaux de chêne équarris et plantés dans le sol servaient d'ossature à des murs en planches ou en branches tressées, enduites d'argile. Les maisons comportaient souvent une cave. Elles avaient un étage et leur hauteur pouvait avoisiner 10 mètres. Leur toiture pentue était revêtue de tuiles en bois qu'on appelle des bardeaux. À l'intérieur, on trouvait souvent une pièce unique multifonctionnelle avec un foyer central autour duquel la vie s'organisait. Le mobilier était essentiellement en bois, tout comme les ustensiles de la vie quotidienne, y compris la vaisselle. En poussant plus loin leur enquête, les archéologues constatent que le bois était une ressource exploitée de façon très rationnelle. On peut effectivement déjà parler d'une standardisation de l'habitat. On a pu remarquer que la plupart d'entre elles présentent le même plan. Toutes ces maisons étaient faites en chêne, qui est une essence qui n'est pas présente sur le site, mais seulement aux alentours. Quand on voulait construire une maison, on achetait les bois chez un marchand qui lui aussi était inscrit dans une filière bois qui approvisionnait l'oppidum depuis la forêt en bois de construction, en poutres équarries, en planches, en tuiles de bois. Et cette filière explique aussi le fait que tous les bois sont préparés à l'avance, donc ont des dimensions assez standardisées. Et c'est là on le retrouve à l'échelle du site. Pendant très longtemps, les édifices en bois retrouvés à Bibracte se limitaient à de simples maisons, ce qui faisait douter de l'existence d'une architecture publique proprement celtique. Mais il y a peu, à leur grande surprise, les archéologues ont exhumé un ensemble architectural exceptionnel, construit en bois, occupant un vaste replat à proximité de la Grande Domus. On a trouvé dans la parcelle où nous sommes un immense bâtiment d'environ 45 mètres de côté, avec environ 110 à 120 poteaux qui supportaient une espèce de préau avec une cour au milieu. Ce préau, on suppose que c'est un bâtiment public qui a été construit dans les années 60, 50 avant Jésus-Christ, donc avant l'arrivée des Romains. Et ce bâtiment, il est rare, mais surtout, il est au cœur de la ville. Malgré la modestie des indices retrouvés, les archéologues vont tenter de les faire parler afin de restituer la forme du bâtiment.
Le bâtiment qu'on a fouillé, malheureusement, n'a plus aucune fondation. Il n'y a plus que les négatifs des trous de poteaux. Malgré tout, ces négatifs permettent de reconstituer très précisément son plan lors des différentes phases et aussi à travers différents détails, comme en particulier les endroits où la pluie tombait, on a pu reconstituer les débords de toit. Donc on voit où étaient les passages et on a pu reconstituer grosso modo son apparence. Il a fallu d'abord aplanir le terrain, en accumulant des remblais derrière un mur de soutènement qui utilise la technique du murus gallicus. Puis, on a édifié une galerie en bois, entourant sur tous les côtés une cour centrale avec 2 entrées opposées. En l'absence de tuiles de terre cuite, on peut imaginer une toiture en chaume ou en bardeaux de bois. Lors d'une première reconstruction, la galerie périphérique a été remplacée par une halle en position centrale. Plus tard encore, le mur de soutènement a été rebâti en maçonnerie dans le style romain, tandis que la halle était elle aussi reconstruite, les poteaux de bois ancrés dans le sol étant remplacés par une fondation en pierre. Cet édifice était bordé par des rues d'environ 6 mètres de large, qui le séparaient des quartiers d'habitation. C'est très difficile de savoir exactement à quoi servait ce bâtiment. Pour des raisons simples, c'est un bâtiment public, donc il n'y a pas de poubelle. Qui dit pas de poubelle, dit aucun reste qui permette d'identifier les fonctions que l'on y produisait ou les occupations qu'il y avait dessus. Dans d'autres villes, on a trouvé des bâtiments à peu près similaires. Je pense à l'oppidum de Coran, par exemple, chez les Arvernes cette fois-ci. On sait que cette forme de bâtiment, elle est un petit peu polyvalente. Une porte relativement étroite, mais une grande cour interne, des grands espaces couverts. Alors, est-ce pour des réunions publiques, d'ordre politique? Est-ce pour des échanges commerciaux? La particularité, c'est qu'on a trouvé quand même beaucoup de monnaie dans les sols, et donc on a l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges qui se faisaient sur place. Malgré tout, on ne pourra jamais savoir si c'est une place de marché ou tout simplement une place de rassemblement où les poches sont percées. Si l'archéologie parvient à saisir les lieux où les hommes ont habité, elle peine parfois à reconstituer la façon dont ils les utilisaient, en l'absence de témoignages écrits. Et la destination d'une telle construction exceptionnelle reste encore à préciser. Mais Bibracte n'est pas seulement une citadelle prestigieuse, capitale des Éduins. C'est aussi un centre de production majeur et une ville de commerce ouverte sur le monde.